Je travaille régulièrement avec des entrepreneurs, parfois de petites entreprises, parfois de plus grandes. Et il y a quelques mois, je discutais avec un dirigeant qui gérait une équipe d'une quarantaine de personnes. Alors, une personne vraiment très compétente, reconnue, beaucoup de respect. Et en fait, cette personne-là me dit, je suis vraiment épuisé. Je prends des décisions toute la journée, j'ai l'impression que il y a aucune d'entre elles qui est vraiment la mienne. J'ai l'impression d'être juste dans le consensus en permanence. Et là, en fait, j'ai compris un truc important, c'est que cette personne dirigeait tout le monde, sauf lui-même, sauf elle-même. Et si le problème des leaders, c'était pas le manque de compétences, de temps ou même de ressources, mais le fait qu'ils ont jamais appris à se diriger eux-mêmes en premier. Salut, c'est Samir et Julien. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qu'on n'enseigne jamais dans les écoles de management. Et c'est peut-être la chose la plus importante. L'idée ici, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu vas comprendre pourquoi les grands leaders de l'histoire, Eisenhower, Churchill, Lincoln, Martin Luther King, avaient tous un truc en commun qu'on ne copie pourtant jamais. Et tu vas voir ce qui se passe dans ton cerveau quand tu te prives de cette ressource. Tu vas repartir avec des outils concrets, applicables, dès maintenant. On va parler science, comme d'habitude, on va parler un petit peu histoire, on va quand même rester dans l'humain, promis, parce que c'est aussi le cœur de ce podcast. La vraie question qu'on va creuser aujourd'hui, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut vraiment diriger les autres si on ne se dirige pas avant tout soi-même? Parce que c'est ça le truc. On passe des années à apprendre à manager au travers de formations, de méthodes ou même de frameworks. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que je ne te parle pas des managers qui sont formés sur le tas. Et la réponse, ça va peut-être te surprendre, mais avant d'y arriver, faut qu'on parle en fait d'une ressource que presque tout le monde a perdue sans s'en rendre compte. Imagine, tu es dans l'ascenseur, tu sors ton téléphone. T'attends le bus, tu sors encore ton téléphone. Ton café chauffe dans la cuisine, encore le téléphone. T'es aux toilettes, je vais même pas finir ma phrase. Je crois que tu vois où on veut en venir avec Julien. On a rempli chaque moment de silence, chaque petit vide de notre vie. Ces moments de silence qui étaient par le passé un espace de réflexion, en fait, on l'a comblé. Et on appelle ça rester connecté. Le problème, c'est qu'on est tellement connecté aux pensées des autres qu'on n'entend même plus les nôtres. Ouais, merci Samir pour ça. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas rien de fonctionner comme ça. Kate Ledge et Erwin, un juge fédéral américain et un professeur de psychologie et de leadership à West Point, on parle de deux hommes qui ont passé des années à étudier les plus grands leaders de l'histoire. Ok ? Ils font une distinction qui change tout. Ils parlent non pas d'ère de l'information, mais d'ère des entrées. Et le truc ici, c'est que le problème, c'est pas la quantité d'informations, bien qu'il y en ait beaucoup plus qu'avant. C'est que ces informations viennent toutes du même endroit, c'est-à-dire de l'extérieur. On est constamment en train de traiter les pensées des autres, les points de vue des autres, les avis des autres. Et le cerveau, en fait, il n'a plus aucun espace pour travailler seul sur ses propres questions. Herbert Simon, prix Nobel d'économie, a dit un truc qui m'a frappé. Une abondance d'informations crée une pauvreté d'attention. Alors si tu traduis ça en leadership, tu as un dirigeant qui reçoit 200 mails par jour, qui enchaîne les réunions, qui est en copie de tout et qui répond à tout en 5 minutes. Il est informé de tout et il pense à rien en profondeur. Il traite, il réagit, il tourne en rond. Honnêtement, ce manager est le plus dangereux à la tête d'une équipe. Alors, attention, parce qu'ici, ce qui est important, c'est de nuancer. Comme d'habitude, tu nous connais, on est beaucoup dans la nuance parce que c'est hyper important d'avoir cette flexibilité de perception des choses. Ça ne veut pas dire que s'informer, c'est une mauvaise chose. D'accord ? Faut simplement comprendre que le cerveau, il a en gros deux modes. Il y a un mode réactif, où il va traiter les informations qui arrivent, donc les fameuses entrées, de l'extérieur. Et il y a ce que les neuroscientifiques appellent le réseau par défaut. Le mode où le cerveau travaille en fait tout seul. Il fait des connexions, il résout des problèmes en profondeur, il génère des idées créatives. Et le truc, c'est que ce second mode, il s'active uniquement quand on est vraiment seul avec soi-même. On en avait parlé, Samir, alors je pense que ça remonte à pas mal d'épisodes en arrière, mais on avait parlé de l'importance de s'ennuyer, l'importance de ne rien faire
l'importance d'avoir du temps où il n'y a rien qui se passe. Parce que dans ces moments-là, quand il n'y a pas d'intrusion de l'extérieur, c'est là, en fait, que la réflexion s'installe véritablement. Comme je te le disais au début de ce podcast, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Et en fait, j'ai un client qui est chef d'entreprise. Il a une 50aine de personnes sous lui. Et il m'appelle un soir complètement à bout. Il me dit, mais je prends des décisions toute la journée. Je sais même plus pourquoi je les prends. On a creusé ensemble. Et la réalité, c'est qu'il avait pas de moment où il était seul. Et ça depuis des mois. D'accord? Pas 1 heure, pas 30 minutes, pas 2 secondes, rien du tout. Le truc, c'est qu'il croyait que c'était une preuve de son dévouement. Et ça, en fait, je le vois tout le temps. Peut-être que toi qui nous écoutes, t'es entrepreneur, et peut-être que tous les matins, tu mets ta médaille sur ton chandail, sur ton pull, sur ta veste, en disant « Allez, je vais encore bien travailler aujourd'hui, je vais régler plein de dossiers, je vais traiter plein d'affaires, je vais répondre à plein de monde. » En fait, c'est pas du dévouement, c'est pas de l'engagement, et t'es pas en train de travailler pour ta cause. Tu devrais pas être fier, en fait, de te fatiguer au travail. Tu ne devrais pas être fier d'être tout le temps disponible. Tu ne devrais pas être fier d'être constamment en train de courir partout et de traiter plein de dossiers. C'est pas du dévouement, encore une fois. C'est juste de l'épuisement servi sur un plateau d'argent que tu es en train d'avoir. Et tout ça pour dire « je suis performant ». Et le truc, c'est que cette personne-là, ses équipes, elles le ressentent bien. Les décisions ne viennent pas de lui. Les décisions viennent d'un mail qui a été reçu, de la dernière réunion où quelqu'un a parlé un peu plus fort, a lancé une idée qui semblait être un peu plus intéressante. Et le truc, c'est que c'est pas juste mon client qui est concerné par ça. C'est peut-être toi aussi, même si t'es pas entrepreneur, peut-être que tu rencontres exactement la même difficulté au travail ou à la maison, parce qu'en fait, t'as aucun moment où t'es seul avec toi-même. Et c'est hyper important parce que avant l'ère du téléphone, les leaders trouvaient cette solitude naturellement. D'ailleurs, il n'y avait pas que les leaders. En marchant d'un bureau à l'autre, en attendant, en se déplaçant, dans le bus, dans le train. Et c'était pas quelque chose qui était recherché, c'était juste structurel. Aujourd'hui, ce vide-là a été rempli systématiquement par le téléphone. Et personne n'a pris la décision consciente de faire ça. C'est arrivé progressivement. Et on a perdu quelque chose de crucial sans même s'en rendre compte. Donc la première question pour toi qui nous écoute, c'est quand est-ce que tu as vraiment été seul avec tes propres pensées pour la dernière fois? Sans écran, sans podcast dans les oreilles, sans musique, juste toi-même. Et si tu peux pas répondre à ça facilement, écoute ce podcast jusqu'au bout. Déjà, il faut comprendre que la solitude produit quelque chose de concret. Parce que dans le travail de Ketledge et Erwin, la solitude, c'est pas une fin en soi. D'accord? C'est un outil. Et c'est un outil qui va avoir 4 effets distincts et mesurables. C'est 4 piliers. Premier, c'est la clarté. Deuxième, c'est la créativité. Troisième, c'est l'équilibre émotionnel. Et le quatrième, c'est le courage moral. Et ces 4-là, en fait, ils se nourrissent mutuellement. Commence par la clarté, parce que c'est celle dont tout le monde parle, mais que personne ne sait vraiment créer. Imagine Eisenhower, avant le débarquement, le 6 juin 1944. L'opération la plus complexe de l'histoire militaire moderne. Il y avait énormément de variables à prendre en considération. Des dizaines de généraux, des contraintes météo, logistiques, tactiques. Comment t'arrives à prendre une décision aussi lourde? Tu te retrouves seul avec le problème. Tu fais le travail analytique en profondeur, tout seul. C'est là que la clarté émerge. Et Eisenhower avait cette formule. Prends les grandes décisions dans le calme. Dans le calme. Pas dans l'urgence, dans le calme. Alors, il y a 2 types de clarté et on va faire la distinction ici parce que les 2 se travaillent différemment. Il y a la clarté analytique, celle d'Eisenhower, où tu travailles un problème méthodiquement. Tu identifies les variables, tu construis une réponse rationnelle. Et puis, il y a la clarté intuitive, celle d'une personne que j'admire beaucoup, qui s'appelle Jane Goodall, dans la forêt, où elle fait taire le bruit de son mental, elle laisse émerger les connexions et elle laisse venir dans son conscient les réponses. Ces 2 formes-là nécessitent la même chose. Un esprit qui n'est pas encombré. Pas des entrées constantes, juste du silence. Se mettre à l'écoute de ce qui se passe, peu importe la direction dans laquelle tu vas. Intuition ou analytique. L'histoire de Goodall est inspirante. Elle a passé des semaines à essayer d'approcher les chimpanzés
et rien, zéro résultat. Ses guides lui proposent de nouvelles stratégies, d'être plus méthodique. Et devine quoi? En fait, elle a fait tout le contraire. Elle s'est assise sur un rocher et elle a attendu. Les chimpanzés ont fini par s'approcher. Et là, elle observe ce que personne n'a jamais vu. Le truc, c'est que la solution, elle n'était pas dans une nouvelle stratégie. Elle était dans l'arrêt de l'action, dans le silence. Et elle l'a dit elle-même. Le premier pas vers la vraie conscience, c'est de faire taire le bruit intérieur. Pas juste le bruit qui est autour de nous, non, celui qui est à l'intérieur, celui qui est dans notre tête. Ouais, tout à fait. Et vraiment, son travail, je trouve, est inspirant. Je fais un petit écart ici sur le travail de Jane Goodall. Et ce qui était aussi assez amusant, c'est que elle a fait en fait toute sa carrière sur les singes, sur les chimpanzés, mais pas que d'ailleurs, puisqu'elle s'est occupée de d'autres espèces de singes. Et le truc qui est assez amusant, c'est qu'elle est tombée, mais vraiment par hasard, sur cette étude-là. Parce qu'en fait, en gros, c'est il y a personne qui s'en occupe, donc ok, allez, j'y vais, je vais tester le truc. Et là où on pourrait croire que finalement Jane était passionnée, alors bien sûr elle l'était, par ces animaux, en fait son animal préféré, favori de tous, c'était le chien. C'était assez drôle justement de se dire ça. Et moi je la trouve particulièrement inspirante parce qu'en fait elle a su faire ressortir vraiment ce qui a, je pense, des choses les plus belles dans l'humanité, dans l'humain, Mm. justement dans son rapport à l'animal, dans son rapport à l'autre. Et du coup, c'est pour ça que je la trouve super inspirante. Donc, voilà, petit partage de vision de la chose. Le deuxième pilier, du coup, qui est aussi important, c'est la créativité, comme on le disait. Et là, les neurosciences, elles nous le confirment de plus en plus. En fait, le réseau par défaut, d'accord, le mode de traitement d'informations internes qu'on évoquait tout à l'heure, c'est celui qui génère les connexions créatives. C'est les idées qui semblent venir de nulle part quand tu es sous la douche, quand tu es en train de marcher, quand tu es simplement en train de regarder le ciel, les étoiles, etc. Et ces trucs, ces idées, ces informations, ça vient pas de nulle part. En fait, ça vient du fait que le cerveau travaille enfin sans intrusion. C'est comme si à ce moment-là, on pouvait lui donner un espace que aujourd'hui on lui donne que trop peu, voire jamais, et il peut enfin faire son travail créatif. Et le truc, c'est que c'est pas plus compliqué que ça. Il faut être à l'aise, bien évidemment, avec le fait de ne plus rien faire, d'être en silence, d'être dans le calme, mais c'est vraiment la stratégie qu'il faut appliquer pour connecter et déployer ce pilier-là. Et là-dessus, j'aimerais amener quelque chose qu'on va creuser un peu plus tard. Parce qu'il y a une fausse croyance sur le leadership qu'on entretient depuis des années. Et elle est directement liée à ça. Alors, là-dessus, moi, il y a un truc qui me dérange profondément dans la façon dont on enseigne le leadership aujourd'hui. Le truc, c'est que on t'a vendu le leadership comme un ensemble de compétences qu'il faut que tu apprennes et que tu déploies. Alors, il y a des formations en communication, en technique de management, des méthodes en 5 étapes pour donner du feedback. Et tout ça, bien entendu, ça a de la valeur. Ok, je suis pas en train de dire que c'est nul. Mais si tu pars de l'idée que le leadership, c'est d'abord une compétence à acquérir, tu passes clairement à côté de l'essentiel. Eisenhower dit que le leadership, c'est amener quelqu'un à faire quelque chose parce qu'il le veut vraiment. Et tu vois la nuance par rapport à la définition du leadership qu'on nous vend depuis des années, le micromanagement, parce que c'est celui-là Yark. qui est le plus en vogue. Et tout le monde le critique, mais c'est pas pour autant que ça change. En Mhm. fait, c'est pas une question de technique, le vrai leadership. Non, c'est en permettant aux autres d'embrasser ta vision comme la leur. Parce que si l'autre embrasse ta vision, en fait, il va se donner corps et âme dans la mission. Il va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Donc, pour que les autres embrassent ta vision, il faut que déjà toi, t'en as une vraie. Et cette vision, elle doit pas venir du dernier bouquin de management que tu as lu ou des cours de management que tu as pris. Donc, faut vraiment que ce soit une vision qui vient vraiment de toi, qui vient de toi, de ce que tu crois profondément. Et ça se construit pas dans une formation, ça se construit dans le silence. Et je vais amener une nuance, je dis pas qu'une formation ne peut pas t'aider à apprendre à bien manager, bien sûr que si, mais les maîtres, c'est ceux qui dépassent les enseignements qu'ils ont reçus. Pas en faisant du copier-coller,
en innovant, en réfléchissant et en incarnant les choses. Et là, c'est certain en fait, qu'on rentre plus profondément dans ce qu'on va appeler la psychologie du leadership. En fait, les chercheurs parlent de sens transcendant. L'idée qu'un leader qui a trouvé un sens plus grand que ses objectifs immédiats est infiniment plus efficace qu'un leader qui est purement technique. Parce que ce sens-là, en fait, il rayonne, il émane, il va toucher les gens. Les équipes autour, les personnes autour, les acteurs qui sont engagés sentent ça. Et ce sens, on ne peut pas le trouver dans l'action constante. On le retrouve avant tout dans la réflexion, dans la pause, dans la clarté de où est-ce qu'on s'en va. Ouais. D'ailleurs, Julien, pour donner quelques exemples, j'ai connu des managers dans mon ancien job qui étaient très compétents techniquement. Mais par contre, en tant que leader, c'était une vraie catastrophe. Et quand on réfléchit, quand on regarde, le truc en commun, c'était toujours parce qu'ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient en fait. Ils avaient des objectifs, ils avaient des chiffres, mais pas de sens, pas de conviction profonde. Et les équipes, elles le ressentaient. Moi-même, j'avais un manager qui m'avait inspiré au début. Et en fait, au plus j'apprenais à le connaître, au plus je l'observais et au plus sa manière de manager m'avait déçu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne l'incarnait pas. Parce qu'en fait, ça venait pas de lui. C'était machinal, c'était juste robotique. Et ça peut être parfois même inconscient. Et du coup, en fait, ce manque de vision, ça se ressent. On suit pas quelqu'un parce qu'il a les bonnes compétences. On suit quelqu'un parce qu'on sent qu'il croit vraiment en ce qu'il fait. Et cette croyance-là, ça se cultive dans la solitude. Ouais, tout à fait. Merci Samir pour ce partage-là. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est pas que les compétences ne comptent pas, d'accord? Ça veut dire que les compétences sans les convictions de base, c'est du management, mais c'est pas du leadership. La différence entre les deux, c'est pas une question de technique, d'accord? C'est une question d'être, d'incarner quelque chose. C'est beaucoup plus existentiel que de la technique ou des outils ou des stratégies comportementales ou de communication. Et là, j'aimerais qu'on parle des 4 piliers en détail. Parce que chaque individu a une façon de pouvoir les travailler. Julien, peut-être qu'on va parler d'abord de l'équilibre émotionnel, parce que celui-ci, selon moi, est l'un des plus importants. Ouais, l'équilibre émotionnel, c'est notre troisième pilier, du coup. Et l'idée ici, c'est que tout leader a des limites émotionnelles, comme tout le monde, en fait. Il n'y a pas de honte à les dépasser, ces limites-là, d'accord? Mais ce qui va distinguer des leaders qui vont être efficaces, qui vont être reconnus, c'est leur capacité à restaurer cet équilibre. Et le truc, c'est que la solitude, c'est le principal outil de cette restauration. Parce que dans le silence, tu peux te mettre à l'écoute de tes émotions, tu peux prendre du recul, tu peux sortir en fait de cette réaction immédiate et être plutôt en proactivité face à tes émotions. Et les recherches en neuropsychologie nous confirment un truc important. La capacité à réguler ses émotions, donc c'est nommer ce qu'on ressent, ne pas confondre l'émotion avec la réalité, c'est fortement lié au temps de réflexion solitaire. Et le truc, c'est que ça se pratique. Donc si toi qui nous écoutes, tu as l'impression que y a une partie de toi qui a du mal à gérer les émotions, que tu sens que tu es beaucoup aux prises avec les émotions, c'est peut-être parce que tu es trop bloqué là-haut, justement, que tu réfléchis trop, que tu vas chercher trop d'informations, trop d'explications, trop de pourquoi du comment, et que tu ne te laisses pas suffisamment de temps en silence pour accueillir ce qui vient, prendre du recul, le nommer et bien faire cette distinction entre ce que tu es en train de vivre, la réalité extérieure et surtout le fait aussi que les émotions que tu vis dans l'instant, elles vont disparaître quelques instants plus tard, à partir du moment où tu comprendras ce qu'elles attendent de toi et ce que tu dois porter comme action ou décision. Et le quatrième, c'est le courage moral. Celui-là, il est badass. Et pour en parler, on peut revenir à Martin Luther King, cette nuit dans sa cuisine où il avait peur. Peur des menaces et peur des pressions qu'il vivait. Mais il avait passé assez de temps seul avec lui-même, dans la prière, dans la réflexion, dans le silence, pour savoir exactement ce qu'il défendait. Et quand tu sais ça avec une clarté absolue, les menaces externes perdent une partie de leur pouvoir. La pression sociale, elle perd de son pouvoir également.
Pas complètement, d'accord? Mais assez pour pouvoir tenir dans la durée. Et c'est ça, le courage moral. C'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à agir malgré elle. Parce que tu sais ce qui est plus grand qu'elle. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut, en fait, enclencher ça en nous? Et le premier levier, celui-là, tu verras, il est relativement simple, c'est bloquer du temps. Ketledge et Erwin donnent des pistes qui sont plutôt concrètes là-dessus. Tu vas choisir des jours où il n'y aura pas de rencontre, pas de réunion, pas de discussion à rallonge, et tu vas bloquer, en fait, un créneau de 60, 90 minutes par jour pour penser. Pas de téléphone, pas de notification, pas d'interruption. D'accord? Juste faire savoir à tout le monde que pendant un temps, il n'y aura pas de «T'as vu mon message? Je t'ai envoyé plein de messages, je t'ai laissé un truc, je t'ai envoyé 3 mails». Non. De telle heure à telle heure, tous les jours, je ne suis pas disponible. Ça paraît basique, simple. Mais le truc, c'est que si tu ne prends pas ce contrôle-là dans ton environnement, tout le monde va attendre de toi que tu sois disponible en permanence. Et du coup, tu vas te laisser envahir. Et du coup, tu vas retomber en réactivité. Tu pourras pas prendre ce temps pour te recentrer, pour recadrer et pour aller chercher les réponses dont tu as vraiment besoin au fond de toi. Ce que tu peux faire cette semaine, c'est prendre ton agenda, chercher un créneau de 60 minutes demain matin, et idéalement tôt, avant que tu commences à être sollicité, et tu planifies ça un peu comme si c'était une réunion avec toi-même. Pendant cette période, tu vas mettre le téléphone en mode avion, pas d'ordinateur, juste une feuille et un stylo. Et tu t'assois avec une seule question. Quelle est la décision importante que j'évite depuis trop longtemps? Et laisse le cerveau faire le travail. N'essaie pas de forcer une réponse, d'accord? Juste fais le vide et observe ce qui remonte. Et tu notes tout. Très bonne stratégie ici, Samir. Deuxième levier, du coup, qu'on peut activer aussi, c'est que 90 minutes dans ta journée de travail, d'un seul coup, ça peut peut-être te paraître difficile. Mais dans ce cas-là, on va plutôt choisir des micro-moments. Ça peut être quand tu prends l'ascenseur, regarde pas ton téléphone. Quand tu es dans ta voiture, allume pas la radio. Pas de podcast non plus. Quand tu as 10 minutes par-ci ou par-là entre deux réunions, tu traites pas de mail. Tu prends ce moment-là, tu sors, tu vas marcher, tu regardes par la fenêtre ce qui se passe. Tu parles pas, t'échanges pas, tu traites pas d'informations. Et le truc, c'est que même si c'est des petits moments qui paraissent pas grand-chose, à force de les accumuler, ça va reconstituer progressivement cette capacité de réflexion interne qui était partie en vacances peut-être depuis un certain temps parce que tu étais en surcharge jusque-là. Et le troisième levier, celui que personne n'ose appliquer réellement, en fait, c'est d'arrêter de répondre à tout immédiatement. Donc, fixer des plages horaires pour les messages et tenir cette limite, même quand c'est inconfortable. Parce que cette pression que tu ressens à ne pas répondre tout de suite, en fait, c'est une pression sociale. Elle n'est pas réelle. Personne va mourir parce que tu n'as pas répondu en 5 minutes. Mais toi, tu vas mieux penser si tu protèges cet espace. Et l'organisation entière, elle va s'aligner sur le rythme que tu donnes. Si tu montres que la réflexion compte plus que la réactivité, les équipes vont apprendre également. Il y a un personnage historique dont on peut beaucoup s'inspirer ici, c'est Winston Churchill. Nuit après nuit, il est dans son bureau. Il est seul, il réfléchit, il prend des notes, il se nourrit de l'histoire. Et à force de prendre ce temps-là, il devient de plus en plus convaincu. Une certitude que beaucoup de ses contemporains de l'époque ne partageaient pas vraiment. L'Angleterre peut résister à Hitler alors que tout le monde a envie de négocier. Ce courage-là, cette clarté-là, cette conviction-là, elle n'est pas ressortie dans les réunions de cabinet. En fait, ça a émergé dans les heures de solitude où personne ne voyait ce que Churchill faisait à ce moment-là. Ce temps qu'il prenait pour lui, ce temps de pause dans le chaos et l'incertitude pour trouver les réponses. Et moi, ce que j'ai envie de te dire à toi qui nous écoutes, c'est que les plus grands moments de clarté que tu auras dans ta vie de leader, ils viendront pas des réunions, ils viendront pas des formations ou des conseils des autres.
ils viendront des moments où tu auras été assez courageux pour rester seul avec toi-même assez longtemps. Parce que c'est là le truc. C'est dans le silence que tu retrouves ce que tu crois vraiment, ce que tu veux vraiment et ce qui compte vraiment pour toi. Ouais, absolument. Et là, j'ai un souvenir qui me revient. Le moment où j'ai pris définitivement cette décision de partir de France, d'aller m'installer au Canada, de tout quitter, de fermer mon entreprise, ah, tout ça, ça a bien sûr suivi tout un tas de réflexions, de questionnements, mais la prise de décision, celle profonde qui a été prise, je me revois très bien. Je suis sur un bateau, je suis sur le pont du bateau, et je suis posé là, ça fait déjà plusieurs heures que je suis là, dans le silence, dans un coin où il y a personne, où je suis tranquille. Je regarde juste le ciel, je regarde juste l'horizon. Et là, c'est OK, c'est bon, c'est maintenant. C'est ça l'évidence. C'est tout de suite maintenant, sans doute, sans crainte, sans questionnement inutile, juste c'est là maintenant tout de suite. C'est OK. Je rentre, je m'organise et je fais le nécessaire. Et quelques mois plus tard, on pourrait même compter en termes de semaines là pour le coup, les choses sont faites et l'aventure commence. Donc, si ce qu'on t'a partagé aujourd'hui te parle, l'idée, c'est que tu le partages à quelqu'un. Alors, ça peut être une personne qui a un rôle de dirigeant, dirigeante, qui gère une équipe, qui manage un projet, peut-être même une famille, parce que c'est aussi un rôle important que de diriger une famille, parce que ce travail-là, en fait, il manque à beaucoup de gens. Et si tu veux aller plus loin sur la psychologie du leadership et de la connaissance de soi, on a des ressources dans nos formations, donc ça nous fera plaisir de te guider. Laisse un commentaire, laisse-nous savoir ce que tu as envie de travailler et ça nous permettra de te donner les clés et les astuces en retour. Donc Julien, juste pour récapituler, aujourd'hui, la première chose, qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a perdu la solitude sans vraiment s'en rendre compte. Et ce qu'on a perdu avec notre solitude, c'est notre capacité à penser en profondeur. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le leadership, c'est pas d'abord une compétence, c'est une conviction qui se construit dans la réflexion. Et la troisième chose à retenir, c'est qu'il y a 4 piliers: la clarté, la créativité, l'équilibre émotionnel et le courage moral. Et chacun se travaille avec des outils concrets et simples. Question toute bête, peut-on diriger les autres si on ne se dirige pas soi-même? La réponse est clairement non, et si tu as un doute, regarde juste ce qui se passe sur la scène internationale en ce moment, tu auras la réponse. On peut gérer, on peut administrer, on peut même obtenir des résultats à court terme, mais pour inspirer, pour tenir dans la durée et prendre des décisions qui ont du sens et pas seulement de l'efficacité, faut s'être d'abord retrouvé soi-même. Et ça passe par la solitude, par ce travail invisible que personne ne verra, mais que tout le monde finit par ressentir au final. Julien, juste pour me répéter, d'accord, pour que ça rentre dans le cerveau, il y a 3 choses à garder en tête. Tu La vieillis, première, Samir, tu te répètes, tu te ouais, répètes. c'est ça, je me répète, mais c'est vraiment pour que on n'oublie pas. Donc, la première chose, c'est que la solitude, c'est pas un luxe ou c'est pas de la paresse, d'accord? C'est pas de la procrastination. C'est une condition pour pouvoir penser en profondeur. La deuxième chose, c'est que si tu diriges les autres sans te diriger toi-même, tu es plus dans la réaction que dans la décision. La troisième chose, c'est que les outils, en fait, ils sont simples: bloquer du temps, protéger les moments de pause, de calme, et arrêter d'être disponible en permanence. Le plus dur, c'est pas de savoir quoi faire, c'est de décider que ta réflexion vaut autant que ta disponibilité. Alors, question pour toi qui nous regarde ou nous écoute. Si tu dégages 60 minutes demain matin, mais vraiment seul avec toi-même, sans aucune intrusion, quelle est la question que tu te poserais? Celle que t'as pas vraiment eu le temps de te poser depuis peut-être un peu trop longtemps. Pose-la cette question et écoute vraiment ce qui remonte. La semaine prochaine, on va parler d'un truc qui va probablement te mettre mal à l'aise. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend sur l'équilibre, la modération. Le fameux fais les choses progressivement. Grant Cardone a une thèse qui dérange. La plupart des gens qui échouent ne le font pas parce qu'ils visent trop haut. En fait, ils échouent parce qu'ils visent trop bas. Et du coup, ils en font trop peu. Ouais. Et on va décortiquer justement cette fameuse règle du 10x, donc du 10 fois,
Pas pour vendre du rêve, d'accord, mais pour comprendre à nouveau la psychologie qui se cache derrière et pourquoi sous-estimer l'effort nécessaire est l'une des erreurs les plus coûteuses que l'on fait. Et ce que ça change concrètement, bah, tu vas le découvrir parce que dans ta façon de te fixer des objectifs et d'agir, si tu suis cette idée que Grant Cardone nous propose, eh bien, même si c'est contre-intuitif, même si c'est dérangeant, c'est probablement nécessaire dans la plupart des cas. Donc, merci à toi d'avoir été là jusqu'au bout pour cet épisode. On espère que ça t'a parlé. Partage-le autour de toi. C'est rapide. Tu cliques, tu partages et c'est fait. Si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire aussi. Et petit rappel important, si tu as un projet professionnel de reconversion, que tu as envie de te former à un magnifique métier qui va être de plus en plus en demande, celui du coaching et de la relation d'aide, eh bien sache qu'on est là pour t'aider et t'accompagner de A à Z pour ne laisser aucun espace vide sur ton trajet pour que tu puisses avancer avec certitude et sécurité. Ouais, exactement. Alors toi qui nous écoutes, prends soin de toi et d'ici le prochain épisode, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et rappelle-toi avec ce qu'on a dit aujourd'hui que diriger les autres et diriger tes projets commence par être capable de rester seul avec toi-même.